Alors maintenant, je reprends l'aspect purement écriture. Quand on pratique l'écriture, il y a un certain nombre de techniques, de petits problèmes qui se posent aussi. Bon, alors je vais insister sur, enfin pas insister, je vais simplement montrer une histoire d'échange. On sait ce que c'est que l'échange. Hein. Je ne peux peut-être pas réécrire un échange de base, c'est quand j'ai Do, Mi, Sol, Do. Hein, on est bien d'accord, Do, Mi, Sol, Do. Et l'échange, c'est quand la basse passe sur Do, et donc le ténor qui chante Mi, chante Do. La basse fait Do, Mi, le ténor fait Mi, Do. C'est bien ça l'échange. Mais on va trouver l'échange dans des situations un tout petit peu plus complexes, pas tellement plus complexes d'ailleurs. On va le trouver ici, justement, et c'est pour ça que je veux le montrer, pour bien montrer comment c'est écrit. Pour ça, j'invite d'ailleurs, alors maintenant j'ai une hésitation, on le mettra peut-être sur la vidéo pour confirmation. J'en avais pratiqué un dans un exercice d'écriture dans le 3e chapitre, qui était en Ré majeur. Je crois que c'est la 6e, bon, enfin bref, on reprécisera. Et en tout cas, la partie centrale, donc c'était en Ré majeur, j'essaie que chacun essaie de retrouver, s'y reporte. On le trouve très vite quand on a la vidéo devant soi, on voit bien, il faut aller à la fin de la vidéo pour voir le texte écrit intégralement, et on le voit tout de suite. Il y avait une cadence en Sol mineur. Avec une quarté sixte. Je vais peut-être le faire théoriquement, quand je dis théoriquement, encore une fois, rien n'est théorie, mais sans donner de jeu. J'ai pris ici un exemple dans la sonate opus 111 de Beethoven, parce que plutôt que de me citer moi-même, mais c'est une écriture de toute façon valable, j'ai pris un exemple dans l'écriture chez un compositeur, j'ai pris un exemple dans la sonate opus 111 de Beethoven. Mais je vais simplement l'écrire comme si c'était un pur et simple exercice d'écriture. Voilà ici. Je suis en Do mineur. Oui, c'est pas inintéressant à voir. Donc, allez, j'écris. 3 bémol à la clé pour Do mineur. Si, Mi, La. Et puis, je me trouve au moment de la cadence, j'écris en valeur longue, hein, c'est pas le texte beethovénien, qui est en noir. Je me retrouve ici, comme c'est très classique, avec une quarté sixte de cadence, qui est écrite, je prends la position, qui est écrite Sol, Mi bémol, Sol, Do. Il est absolument évident, et c'est très bien comme ça, il est hors de question de le remettre en cause aujourd'hui, que la résolution de ça, c'est, j'écris ici les notes avec les en, c'est ça. Pas besoin de faire de commentaires, hein, la quarté sixte, au stade où nous en sommes, elle est très évidente. Voilà l'accord qu'on peut chiffrer Bécard, c'est-à-dire l'accord de dominante. Je le joue si c'est besoin, si tant est qu'il soit besoin que je le joue, voilà, Sol, Si bémol. Donc voilà. Bon, je crois que c'est clair. Eh bien, certains compositeurs, on le trouve beaucoup chez Mozart, on va le trouver chez Mozart, on va le trouver chez Schubert. D'ailleurs, l'exemple que j'ai donné était plutôt inspiré de Schubert, c'était un peu une couleur schubertienne. Pas ça, hein, mais l'ensemble de l'exercice que j'avais proposé, et il se trouve que je le faisais ici. Au lieu d'avoir Do aussi, comme ça, sous-entendu, pardon, on a des fois Do, Ré, Do, c'est-à-dire que la résolution du Do ne se fait pas sur le Si, mais ça monte sur le Ré. Et souvent, à l'occasion de la poggiature, on l'a chez Mozart, hein, dans un air, par exemple, la flûte enchantée en Sol mineur, Ach, ich fühl's, etc. On a Do, par exemple, et souvent avec la poggiature. Donc, tout ceci pour dire qu'au lieu d'avoir un Do qui descend sur le Si, je vais avoir un Do qui va monter sur le Ré. À l'occasion, je le mets ici en petit, d'un petit gruppetto, d'une appoggiature du Ré par le Mi, je le refais encore une fois, Do. Voilà, je vais faire en plus de ça l'appoggiature, bref. Voilà, donc on est bien d'accord que la différence, c'est qu'au lieu de faire Si, je fais Ré, et donc l'écriture complète ici est non pas Mi, Ré, puisqu'il y a le Ré en haut, mais le Mi qui va sauter sur le Si ici. Alors ça, bon évidemment, c'est bien la même chose, il s'agit bien de la même chose. Chiffré Bécard. Je joue ici toutes les parties de la même manière. Donc la plus classique, la plus normale entre guillemets, sous-entendu Do.
Maintenant, ce que je veux montrer, donc je vais garder cet exemple. J'efface ça, je garde cet exemple. Je veux montrer maintenant, pas l'identité, certainement pas l'identité entre les deux accords qui m'intéressent, c'est-à-dire la quarté sixte et la sixte augmentée. Ce n'est pas du tout la même chose, mais finalement, on va voir que le comportement est un petit peu le même. En effet, je peux très bien avoir, je regarde mon texte pour être sûr de la position exacte, et bien sûr, je vais le prendre exprès. Allons, réfléchissons 2 minutes. Je vais le faire en la mineur. Puisqu'on est en la mineur, comme ça, ça sera plus clair. Je n'aurais peut-être pas dû le faire en do mineur, mais enfin, c'était l'allusion à Beethoven. C'est dans la sonate opus 111. On pourra donner la référence. C'est pas très important, hein, c'est qu'une simple cadence qui suit la quarté sixte de cadence. Voilà. Bon. C'est important, par contre, dans le cadre de la maîtrise de l'écriture. C'est-à-dire que l'étudiant qui se trouve en situation d'écrire une quarté sixte de cadence et sa résolution doit savoir qu'il y a une résolution un petit peu différente que la résolution entre guillemets normale. Donc ça, de ce point de vue, c'est important. Mais bon, sinon, musicalement, ça ne représente pas des choses... voilà. Donc voilà l'exemple en la mineur. Le même, donc j'ai mis Do, donc la sixte, qui se résout sur Si, mais je vais le faire à la seconde manière. Pardon, j'en perds mes... oui, le La est en haut, pardon, dans la transposition j'ai un petit doute. Le La, elle est sur le Sol dièse, bien sûr, et le Mi est là. On a bien une doublure de Mi, comme toute bonne quarté sixte qui se respecte. Voilà, bon, j'enlève ces bricolages. Donc maintenant, la résolution telle que je l'ai montrée, c'est-à-dire la tonique qui monte au lieu de descendre, donc le Do, au lieu de descendre sur le Si, va aller vers le Sol dièse. Donc il n'en restera pas moins que c'est bien l'accord de dominante à l'état fondamental, mais la position est différente. Ce que je veux montrer, c'est que de la même manière, au lieu de la quarté sixte ici, je peux très bien avoir ces genres d'accords-là. Donc j'aurai ici Fa, Si. Je regarde bien la position, oui, c'est bien celle-ci, hein, c'est bien celle-ci. C'est Ré dièse, La. On est bien d'accord. C'est l'accord de sixte augmentée 4-3, c'est-à-dire la française, la version française de la sixte augmentée. Ce que j'écris ici, ça c'est bien un Si, on est bien d'accord, hein? Si, par là. C'est bien cette position. Fa, Si, Ré dièse, La. L'accord réel étant bien ça. Hein? On est bien d'accord. Eh bien, finalement, ça ou ça, c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais le résultat, l'arrivée, sera quelque chose... Le La montera sur le Si, on est bien d'accord qu'on a la même chose, je n'écris qu'en ronde ici. Là, finalement, ça n'est qu'un seul accord appoggiaturé. Là, ce sont deux accords, correspondant d'ailleurs à ces deux accords-là. Or, quand le La, allez, je démontre jusqu'au bout parce que je n'aime pas survoler. J'ai horreur de ça, parce qu'on travaille un peu pour rien, on sort avec un petit voilà, sentiment de ne pas avoir rien compris. La résolution simple, de la même manière que j'avais fait la résolution simple de la quarté sixte, serait ici. Le Fa descend sur le Mi, le Si reste Si, le Ré dièse monte sur le Mi, le La descend sur le Sol dièse. Voilà, c'est ça que je veux montrer. De la même manière que j'avais le La descendant sur le Sol dièse, le Do descendant sur le Si. On est bien d'accord. Maintenant, je montre, voilà, c'est pas plus pratique. Je montre le Ka, voilà, Fa, Si, Ré dièse, La, le cas où le La monte sur le Si. Si le La monte sur le Si ne reste pas Si, bon, le Fa descend sur le Mi tranquillement, le Si descend sur le Sol dièse. Et le Mi, le Ré monte sur le Mi. Mais, alors bon, déjà ça c'est un premier élément, je crois que je me suis fait comprendre. C'est ce qu'on trouve ici. Ne mélangeons pas, je me parle à moi-même, ne mélangeons pas trop les propos. Déjà, premier stade d'analyse, mais de l'écriture, c'est vraiment de l'écriture. Là, c'est la forme la plus normale possible, celle qu'on va trouver chez Handel, justement. Qu'on va trouver chez Pergolèse, enfin, c'est tous ces gens-là. Mais chez Mozart, on va pouvoir trouver aussi bien ça. C'est pas du tout un apanage wagnérien. Je ne suis pas en train de dire que là, il y a originalité. Il n'y a pas d'originalité du tout. C'est l'autre résolution. Donc, ce que je veux montrer, on a bien affaire à ça ici, puisque le La, la note qui m'intéresse là, monte sur le Si, au lieu d'aller sur le Sol dièse. Et pourquoi? Encore une fois, c'est la faute, si j'ose dire,
du motif, c'est-à-dire que le motif mélodique, il a choisi d'écrire un motif qui est très beau, motif mélodique chromatique ascendant, eh bien il impose sa loi à l'harmonie. Donc l'harmonie doit suivre et doit trouver les solutions, entre guillemets, si tant est que ce soit une recherche de solutions. Donc le La monte sur le Si, le La monte sur le Si. Donc le Si, alors voilà les deux notes qui m'intéressent, La, Si, ici, et les autres notes qui m'intéressent, c'est Si, Sol dièse, Si, Sol dièse. On est bien d'accord, hein? Ça et ça. Donc on a bien affaire à ça. Et puis maintenant, il y a un autre élément, mais qui lui est indépendant de cette résolution, c'est l'abaissement chromatique du Ré en Ré dièse. Alors, ça, il faut vraiment le savoir, c'est aussi une chose extrêmement classique. On est vraiment dans des choses... Wagner est un compositeur absolument formidable, mais je ne suis pas du tout en train de dire, bon, tout ça, finalement, c'est très simple. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est génial d'écrire ça comme ça, à ce moment, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser berner par les 10 heures de choses extraordinaires en disant atonal, premier exemple de musique atonale, le monde tremble sur ses bases, etc. Pas du tout. Bon, alors, je reviens à mon propos. L'abaissement du Ré dièse en Ré bécard est tout simplement ce qu'on trouve partout chez Bach dans Bus und Treu que j'ai montré dans le deuxième chapitre. C'est l'abaissement chromatique de la sensible. Alors, on va me dire, c'est pas une sensible. Non, ça n'est pas une sensible. On est en La mineur, la sensible, c'est bien Sol dièse qui est ici. Mais le Ré dièse, c'est la sensible de la c'est la sensible de la dominante, bien évidemment. Hein, c'est la sensible de Mi, c'est-à-dire que cet accord ferait fonction de dominante de la dominante, en quelque sorte. Je redis ce que je viens de dire. Le Ré dièse n'est certes pas la sensible, mais il a une fonction sensible, comme on l'a vu chez Handel, chez Mozart, dans la fantaisie en Ré mineur. Le Ré dièse monte sur le Mi. Il a fonction de sensible. C'est une note à mouvement obligé dans la sixte augmentée. La sixte augmentée placée sur le 6e degré du mode mineur, sur le Fa en La mineur, est Ré dièse. Le Ré dièse a une fonction sensible, je me répète, et doit monter sur la tonique Mi. Mais quand elle ne le fait pas, comme toute bonne sensible dans le système tonal, elle s'abaisse chromatiquement. Et on en a un exemple, ici. C'est d'autant mieux, mais ça c'est pas la question, parce que chez Wagner, il y a une hauteur de vue qui fait qu'on n'en est pas à cuisiner l'harmonie, à dire il ne faut pas que je fasse les quintes consécutives, etc. Il n'est pas là du tout. Il y a une telle perfection d'écriture que... Bon. Mais en plus de ça, le Mi eût été un peu lourd, hein, vraiment. C'était une quinte Mi-Si, la quinte Mi-Si que j'écris ici. Donc à la place du Mi, on a bien le Ré bécard. Donc on a bien affaire à une septième de dominante, et en effet, le Mi serait été une quinte directe qui était dure, c'est pas du tout le lieu, et puis en plus de ça, le Ré bécard est d'autant plus beau qu'il est bienvenu, il évite cette quinte, mais encore une fois, c'est pas du tout là le propos, mais c'est qu'il prolonge l'abaissement de l'aveu, si j'ose dire, l'aveu qui était cette montée sur Fa, puis Mi, puis Ré dièse, puis un affaissement vers Ré bécard. Le faire monter sur Mi, c'était beaucoup moins poétique, si je peux dire pour le coup, parlons de poésie ici, beaucoup moins expressif, beaucoup moins beau, tout simplement, enfin beaucoup plus plat. Donc l'abaissement chromatique de la sensible de la dominante ici est particulièrement à sa place. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc je joue cet enchaînement ici. J'ai bien Fa, Si, Ré dièse, La. Alors voilà l'enchaînement. Je ne peux pas l'appeler naturel parce que celui-ci aussi l'est naturel. Mais enfin l'enchaînement très classique, le voilà. La belle demi-cadence, finalement c'est comme une demi-cadence, repose sur dominante. On refait. Or ici on a La, le La monte sur le Si. Le Si descend sur le Sol dièse et le Ré s'abaisse. Voilà, c'est très beau. Hein. Sauf qu'on a là. Voilà, La dièse, Si. J'ai encore une autre petite remarque à faire, c'est que en plus de ça, certes, il y a beaucoup on en a un exemple ici, il y a beaucoup d'appoggiature inférieure par le demi-ton inférieur. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une qui revient souvent, c'est l'appoggiature de la
quinte de l'accord de septième de dominante, c'est-à-dire quand c'est ça, c'est-à-dire ça, mais je vais en donner un autre exemple qui est quelques mesures après, je ne sais pas où est passée la partition, je l'ai cachée derrière le piano, mais enfin quand on tourne une page ou deux, le motif explose, parce que ça c'est quelque chose de très interrogatif, d'un peu statique, je vais en reparler tout à l'heure. Ici il y a un énorme point d'orgue, ici, des silences longs, et puis le motif reprend mais plus haut. Et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois où cette fois-ci, un nouveau thème qu'on appelle le regard, la notion de regard est très importante chez Wagner, on la trouve dans la notion de voir, de regarder, les yeux parlent chez Wagner beaucoup, mais enfin c'est attaché aussi à toute la poésie, j'allais dire poésie courtoise, pas vraiment, enfin en tout cas à cette tradition dans Tristan et Isolde, qui a tant marqué l'Occident, on ne se rend pas compte à quel point d'ailleurs... On ne se rend pas compte, certains s'en rendent peut-être compte, mais que ces textes ont été très marquants pour les Occidentaux, et les Occidentaux, à leur insu, ont une vision des relations, de l'amour par exemple, de ce que c'est, de ce que ça représente, qui est très différent d'autres cultures. Ça vient de là, parce que ça a été très 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 imprégné, notamment via la poésie courtoise des XIIIe, XIVe siècles, qu'on trouve chez Dante notamment d'ailleurs. Donc tout ça, c'est très très... Alors, ce que je voulais dire, je parlais du regard. Le regard chez Wagner est très important, on le trouve dans la Valkyrie, dans le premier acte de la Valkyrie. Et donc le motif qui va suivre, qui va sortir de ça, sera le motif du regard. Donc je vais ici, je l'ai noté, d'ailleurs je crois l'avoir noté. Oui, donc j'ai trouvé ici un autre exemple, je me suis trompé d'exemple, donc je ne suis pas si organisé que j'en ai l'air. Bon, je joue ça sans trop de commentaires, parce que si je me mets à commenter d'autres exemples, alors là on n'est pas sorti de l'auberge, si j'ose dire. Je joue ça, chacun reconnaîtra, ceux qui connaissent le début de Tristan reconnaissent ce passage-là, en fait, qui est aussi un leitmotiv d'ailleurs. Pardon, oui. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne me lance pas là-dedans dans l'analyse de ça, je le rejoue une fois, et je vais dire où est l'appoggiature, c'est tout. Mais ce n'est pas si intéressant que ça, parce que y a des milliers d'exemples de ça, et là, ce n'est pas un état fondamental, donc j'ai confondu avec autre chose, c'est pas très grave. Bon, je le rejoue encore une fois. Voilà, c'est tout. Ici, j'ai la dièse si, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est pas extrêmement intéressant, je le montre quand même, la dièse si. Seulement sur un accord de dominante renversé, c'est le sol dièse qui est à la base. Bon voilà, ça n'a pas vraiment un intérêt particulier, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve assez facilement chez Wagner cette appoggiature-là. L'appoggiature de la quinte de l'accord de septième de dominante. Ici, ce n'est pas une quinte, puisque l'accord est renversé. Voilà. Bon, je m'en tiens plutôt à ce que j'ai dit là-dessus, je pense que c'est clair, j'espère avoir été clair. Alors maintenant, je ne veux pas allonger trop mon propos. Je vais simplement montrer une autre petite chose. Je reprends la partition qui a disparu derrière le piano pour dire simplement que ce motif, qui est donc extrêmement connu, est répété, allez, 3 fois, et une quatrième en fait, qui sera le départ d'un autre motif. Je voudrais donc simplement montrer le deuxième exemple. Je vais le jouer avec la partition, l'autre partition. Alors donc, comme prévu, je montre ici le deuxième motif. Donc je vais tout de suite indiquer une chose qui est très importante, que je n'ai pas écrite pour me réserver sur mon pauvre tableau un peu de place pour écrire. Je ne sais pas si je vais tellement écrire finalement, alors je vais quand même le faire. J'ai 2-3 petites choses, comme souvent, à écrire en plus. Donc j'ai voulu resserrer un petit peu les mesures, mais il ne faut pas oublier, et c'est très très important, que ça, c'est une mesure entière, qui est réduite, c'est une mesure faite de 6 croches, donc il y a 5 croches de silence. Donc c'est-à-dire soupir, demi-soupir, c'est-à-dire 3 croches, plus soupir, c'est-à-dire encore 2 croches. Et voilà la 5e croche, la 6e croche de la mesure. C'est très important. Je vais jouer maintenant les deux enchaînés. Je vais jouer, bon, je ne vais pas compter à haute voix, mais je voudrais montrer quand même les valeurs exactes. Hein. Ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
Pas très beau ce que j'ai fait de compter comme ça, c'est même un peu bébête, mais j'ai voulu le réinscrire dans la battue des croches pour montrer la longueur. Peut-être qu'on peut jouer un peu plus vite, je veux bien croire qu'on joue un peu plus vite, c'est pas sûr d'ailleurs. Peu importe, c'est pas le sujet, mais je veux montrer la longueur de cette note, la longueur de cette note et la longueur du silence ici. Donc de nouveau la longueur de ça, la longueur de ça. Alors maintenant, bien évidemment, je ne vais pas réanalyser tout ça, parce que c'est la même chose que ça, à une différence près, et je vais faire un petit commentaire sur la seule différence, qui est une petite différence, qui n'est pas une grande différence. Et puis, je voudrais simplement dire une chose, qui est presque drôle, enfin drôle, c'est pas le mot, mais enfin presque amusante, parce que, encore une fois, bon, je ne veux pas être lourd, je crois que je suis déjà assez pour certaines choses, mais j'ai été souvent, je crois qu'on l'aura compris, parce que je l'ai déjà dit même dans le chapitre 2, agacé par l'analyse atonale. Bon, je la trouve ridicule personnellement maintenant, bon voilà, c'est pas si grave que ça. Mais il y a une chose qui est très amusante, encore une fois, c'est qu'on est en La mineur, on a un repos sur la septième de dominante de La mineur. Tous ces éléments appartiennent à La mineur, c'est vrai que cette note est étrangère, c'est une appoggiature, mais les deux appoggiatures, les voilà, le sol dièse, appoggiature du La, la dièse, appoggiature du Si. On est bien dans La mineur, dans la mesure où on a une descente sur la sensible de la dominante, la sensible de la dominante, que c'est un accord de sixte augmenté placé sur son sixième degré, comme tous les accords de sixte augmenté classiques, tels qu'on les voit chez Handel, Mozart, Vivaldi, etc., etc., Haydn, et puis après chez Beethoven, évidemment, etc. Donc, c'est du La mineur intégral, et l'élément mineur, le seul vrai élément mineur, parce qu'encore une fois, l'accord de... Enfin, encore une fois, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, on a l'accord sur sixième degré, l'accord de sixte augmenté, le repos sur dominante. Donc finalement, tout ça n'est autre qu'une demi-cadence, finalement. Enfin, c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'accord de tonique, lui, n'apparaît pas. Bon, j'en parlerai après, d'ailleurs. Donc on est quand même en La mineur, bien qu'on soit privé de la référence qu'est l'accord de tonique. Et bien de la même manière ici, je ne refais pas toute la démonstration, mais ça, c'est du La, donc ça, enfin donc, c'est pas ça, c'est pas la conséquence, c'est du Do. En effet, en Do, disons Do mineur, l'accord de sixte augmenté, ça c'est l'appoggiature, l'accord réel, voilà la note réelle, je le lis, La bémol, Ré, Fa dièse, Do, c'est un accord placé sur le sixième degré du mode mineur, donc c'est un accord de sixte augmenté, et ici, la sixte augmentée, pardon, 4 et le 3 apparaît ici. Pardon, c'est mal écrit, mais ça n'a aucune importance, je ne me relance pas dans l'analyse. La vraie tierce de l'accord, voilà, peu importe. Et ici, on a affaire, bien sûr, c'est extrêmement clair, puisque c'est même le modèle pour des débutants de l'accord de septième de dominante à l'état fondamental. Sol, Si, Fa, avec le Ré en haut. Certes, le Ré est appoggiaturé par le Do dièse. Mais on a ça, encore une fois, chez Mozart et d'autres. Ce que je disais qui était un peu amusant, finalement, c'est que quand on taxe ça d'atonal, c'est d'autant plus comique que ça n'est rien d'autre qu'un relatif majeur. Alors j'ai autre chose à dire là-dessus, il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit, je montrerai l'impasse aujourd'hui, et puis je n'ai pas les exemples en tête, mais il y en a des exemples, il y en a pas mal d'exemples. Je l'explique. Par exemple, dans des leaders de Schubert. Je sais que je les avais trouvés dans les leaders de Schubert, mais il y en a ça dans beaucoup d'endroits. Dans mon petit répertoire d'exemples, je consacrerai peut-être un petit passage, je le ferai puisque je m'engage aujourd'hui à le faire, à montrer quelques exemples de ce que je vais dire, c'est-à-dire une musique dans une tonalité mineure, jusque-là tout est normal. Elle module au relatif majeur, aussi c'est très normal, mais au moment, c'est le cas chez Schubert, il y a des exemples, au moment où on module le relatif majeur est teinté de mineur. Il possède l'emprunt mineur. Je redis ce que j'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Quand on est en majeur, on est en majeur. Quand on est en mineur, on est en mineur. Mais quand on est en majeur, on peut avoir la couleur mineure par l'emploi du sixième degré de la gamme. Donc je reprécise. Quand on est en Do majeur, le Mi est bien Bécard.
On a l'accord de tonique Do, Mi bécard, Sol, oui bien sûr, mais on peut avoir l'accord de sous-dominante, je l'ai dit dans Purcell, je me souviens quand j'ai fait, oui, et puis je l'ai dit quand j'ai parlé des deux statuts de l'accord de sous-dominante, majeur puis mineur, par exemple dans la cadence plagale. Donc je reviens à mon premier propos, on va trouver l'accord de sous-dominante mineur, donc l'accord de tonique est bien majeur parce qu'on est en majeur, mais l'accord de sous-dominante est en mineur parce que c'est une coloration mineure. Et bien là, par conformité au premier exemple, il n'allait pas écrire autre chose, ça n'est finalement rien d'autre que du Do majeur empruntant au mineur. Alors on va me dire, oui d'accord, quelle preuve? Ben oui, il n'y a pas de preuve, parce qu'il n'y a pas l'accord de tonique pour le montrer. Mais c'est une évidence. Bon, alors qu'on me croit sur parole, je ne vais pas polémiquer là-dessus aujourd'hui, mais voilà l'emprunt mineur. On est donc bien en Do. L'accord de tonique n'y est pas, et c'est tout. Donc il n'y a pas ici, l'accord de tonique non plus n'y était pas. Donc voilà déjà, je vais déjà établir le rapport entre ça et ça. La mineur, Do, entre guillemets, majeur. Mettons les guillemets. Et puis, autre chose que je veux montrer, alors maintenant, si on va me dire, alors oui, on aura tout à fait raison, là, je ne suis pas, je me permets de le dire, pas critiquable sur le fait que c'est la septième de dominante de Do, ça c'est sûr et certain. Mais on va me dire, mais alors que vient faire ce Si Sol dièse, qui n'est pas du tout du Do mineur, certainement pas. Eh bien non, en effet. Alors, je vais dire aussi une autre petite chose. Alors qu'on me suive bien, je repars dans mes petites explications. Je reviens à ce que je disais avant. Quand je suis en La mineur, alors imaginons un texte de Schubert, je pense à Schubert parce que je sais qu'il y est pas mal, ça y est pas mal. Un texte de Schubert est en La mineur. Toute la première phrase, les deux premières phrases sont en La mineur. Qu'est-ce qu'on trouve dans la partition? La sensible qui se promène un petit peu partout. On voit le Sol dièse à droite et à gauche, c'est tout à fait normal. Et puis le compositeur module à Do majeur. Il module à Do majeur, c'est-à-dire au relatif majeur. Mais ce Do majeur, à peine est-il apparu qu'il est coloré de mineur. Par quelle note? Comme je viens de le dire, par le La bémol. Donc on va voir maintenant dans cette nouvelle séquence des La bémol se promener un peu partout. Or, on sait bien que le Sol dièse et le La bémol, c'est la même touche du piano. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que ce Sol dièse fait figure en fait de La bémol. Mais il écrit Sol dièse par conformité à la tonalité de départ qui était La mineur. Voilà. Alors maintenant, pour mieux le montrer, j'écris ici, c'est pour ça que je vais réserver un petit espace, j'écris ici la transposition exacte en Do du texte ici. Je rassure tout le monde, je ne vais pas tout réécrire. Les deux premières notes, en La mineur tonique, sixième degré, La, Fa, en Do mineur, tonique, réécrivons les textes exacts avec la barre de mesure, sixième degré, La bémol. Et puis, descente, La, Fa, Mi, Ré dièse, donc La, Sol, Fa dièse, qui est une blanche, peu importe. Donc on est bien d'accord, je joue ça. Do, La, Sol, Fa dièse, avec le contexte général de l'accord. Do, La, Sol, Fa dièse. On est d'accord. Alors maintenant, on a bien vu, je crois que c'est clair, ce que je viens de dire est très clair, Do, La bémol. Or ici, à partir du Sol bécard, Fa dièse, on est en parfaite conformité, c'est la transposition exacte de ça. C'est-à-dire, je me répète encore une fois, à partir d'ici, on a affaire à la transposition exacte de ça. Ici, il y a une petite différence. D'une part, l'écriture du La bémol, ce qui serait un La bémol, est écrit Sol dièse, et d'autre part, une différence plus importante, c'est que ça n'est carrément pas la même note, c'est Si. On a donc ici deux notes qui ne correspondent pas, qui ne sont pas les vraies notes de Do, du ton de Do. Ce sont deux notes qui appartiennent à l'harmonie de dominante de La mineur. L'harmonie de dominante, Mi, Sol dièse, Si. Donc ici, Si, Sol dièse. Eh bien, on a affaire ici, j'ai envie, peut-être que j'exagère un peu, mais franchement, je ne pense pas exagérer. On peut parler ici d'un motif reproduit à l'identique, avec ce qui serait, je reprends le langage de l'ancienne fugue, de la fugue de Bach et de ses prédécesseurs et de ses successeurs, on a l'idée dans la fugue d'un sujet et d'une réponse. Le sujet est dans une tonalité A, la réponse est en général à la dominante. Ici, le rapport, ce n'est pas tonique dominante, c'est tonique, c'est-à-dire mineur, relatif majeur. Mais on sait que dans la réponse, c'est-à-dire le deuxième élément, il y a un petit élément, souvent le début, mais pas toujours,
des fois c'est le milieu, des fois c'est la fin, qui est ce qu'on appelle la mutation. C'est-à-dire un petit élément qui permet de se rattacher au contexte de la tonalité précédente tout en allant vers la tonalité suivante. Je pense m'être fait comprendre. Donc ici, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la mutation. C'est-à-dire que l'auditeur ne perçoit pas, à juste titre, comme dans la fugue, de coupure entre le premier élément et le deuxième. C'est-à-dire que le deuxième semble et est réellement totalement attaché au précédent. Donc il écrit pour ça si sol dièse, mais tout de suite il oblique vers l'écriture de do majeur avec emprunt mineur par le la bémol ici. Notons bien que le seul élément mineur, je l'avais déjà dit pour ça, le seul élément mineur dans la gamme de la mineur, en qui je compare la majeure et la mineure, l'élément de la mineure, c'est bien le fa bécard. Il y a aussi le do bécard, mais il n'y a pas de do. Hein, on est bien d'accord. Et le fa est ici, le fa est ici. Donc le la bémol est ici, mais sous une forme sol dièse, et le la bémol est ici. Donc ça, c'est l'élément mineur, donc l'élément majeur qui est le mi bécard n'y est pas, parce qu'il n'y a pas, je me répète, il n'y a pas l'accord tonique. Voilà, je voulais montrer l'enchaînement de ces deux éléments, et je fais noter aussi l'importance très grande des silences. Hein. Il y a une énormité de silences. Enfin, en plus de ça, je sais que certains chefs d'orchestre, il y a eu une tradition wagnérienne qui a été un petit peu revue et corrigée dans les années 70, notamment par quelqu'un comme Pierre Boulez d'ailleurs. Il existe à cet égard, j'invite tout le monde à lire ça, un petit ouvrage, un petit texte hein, qui raconte un peu les expériences le texte est signé des trois protagonistes, c'est-à-dire Pierre Boulez, Patrice Chéreau, je crois, hein, c'est Patrick qui avait fait la mise en scène de la tétralogie en 1976 pour le centenaire de la tétralogie. Ça avait été confié, c'était un peu un pavé dans la mare, évidemment, c'est-à-dire que le symbole de l'art allemand avait été confié à un Français, Pierre Boulez, enfin à trois Français, pour la direction d'orchestre, enfin la direction musicale, pour la mise en scène et pour les décors, c'était Peduzzi, qui est d'origine italienne, mais peu importe, enfin, c'est trois Français. Et c'était un peu un genre de pavé dans la mare, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'était pour marquer le centenaire de la tétralogie qui avait été créé en 1876, le confier à un Français, c'était aussi un peu symbolique et c'était effacer un peu les souvenirs du nazisme de l'époque nazie et puis de l'opposition entre la France et l'Allemagne. C'était une manière de dire laissons un Français célébrer l'art allemand dans une de ses plus hautes expressions. Je pense que c'était un peu le but. Et ce qui avait été intéressant à l'époque, c'est que Boulez avait un petit peu, comme à son habitude, Pierre Boulez avait un peu nettoyé l'œuvre wagnérienne de toutes les traditions, des fausses traditions qui allaient vers trop d'emphase. Alors emphase, c'est-à-dire toujours d'avoir une palette sonore entre le mezzo forte et le quadruple fortissimo, alors que chez Wagner, on le voit ici d'ailleurs, il y a des moments de musique de chambre, pourrait-on dire, il y a des pianissimos, il y a des par exemple la petite pièce de la deuxième scène de l'Or du Rhin, qui se passe au Valhalla, qui est la demeure des dieux, un peu comme le lame grec, avait été joué de manière très emphatique, alors que sur la partition il y a écrit piano, pianissimo, et le plus haut moment est un mezzo forte. Alors qu'on jouait ça avec une grande emphase, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai perdu le fil de ce que je disais précédemment, mais ça n'est pas très grave. Oui, je parlais des tempi, des tempos qu'on prend. Dans l'emphase, on avait l'habitude aussi de prendre des tempos très larges. Donc il y a des chefs absolument magnifiques, par ailleurs, de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, notamment en Allemagne, comme Furtwängler. Furtwängler, c'était quelque chose d'absolument magnifique ce qu'il a fait. Mais il y a des chefs comme Knapperbusch, par exemple, c'est la tradition wagnérienne, qui avait aussi des tempi très larges, souvent peut-être trop. Mais enfin, ça a été de très grands artistes, donc je ne critique pas leurs exécutions, loin de moi cette idée. Bon, pas du tout. Mais enfin, c'est bien de remettre les choses un petit peu, comme on dit, de remettre les pendules à l'heure. Et quand Wagner écrit pianissimo, et bien de jouer des pianissimos et de ne pas faire traîner les tempi, les tempos, je ne sais pas comment on va dire, de ne pas les faire traîner, de ne pas les élargir. Ce qui a été le cas chez Beethoven, par exemple, où les fameux adagios beethoveniens ont été joués de plus en plus lents. Ça a été le cas aussi même de Bach d'ailleurs. Donc on a retrouvé un peu le sens de la mesure, c'est le cas de le dire. Mais enfin, je fais quand même remarquer la longueur de ces valeurs déjà, et de ces silences, ça, ceci et ceci. Voilà.
Alors maintenant, je vais aborder la dernière ligne droite, si j'ose dire, de ce cours, pour le rattacher plus encore. Il y avait déjà le premier élément qui était très important, c'est la sixte augmentée de précédente cadence. Ça, c'était très important, et on est en plein dans le cours que j'ai fait où la sixte augmentée prenait sa place. Je l'ai assez dit, je ne vais pas le redémontrer maintenant, mais je vais suggérer un peu une interprétation qui est la mienne. Elle vaut ce qu'elle vaut. Personnellement, j'en ai la conviction, mais enfin, on peut la critiquer sans problème. Je vais effacer donc ce tableau et réapparaître immédiatement. Alors, me voilà arrivé au dernier volet, promis. Je vais faire un grand pas en arrière et revenir à la toute première vidéo, ou plutôt la deuxième, parce que la première, c'était Monteverdi, c'était un petit peu autre chose. Enfin, la deuxième vidéo, donc le 4.2, où je parlais de cet enchaînement. Alors, je vais l'écrire là, simplement, en ronde, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà l'accord de la mineur. La, Do, Mi. Et je réécris l'enchaînement, ce sera vite fait. Je ne vais même pas faire le chromatisme. Enfin bon, je peux le faire, mais bon. Je signale, entre parenthèses, que cet accord, la Do Mi, sous sa forme ramassée, c'est celui qu'on trouve dans l'enchaînement, qui finit avec la sixte augmentée avec le ré dièse, dans Mozart. Ça figure dans la vidéo précédente. On a bien la Do Mi. Et chez Mozart, on peut s'en souvenir, c'était bien ces fameux Mi répétés. Et voilà la Do. Bon, et là, ça amorçait la descente chromatique. Voilà, donc la Do Mi. Maintenant, je ne parle pas de Mozart, je parle des exemples précédents, donc je reviens à Purcell. On avait Purcell, je dis toujours Purcell, d'ailleurs Purcell aussi, mais Pergolèse et par exemple, bon, bah, les noms m'échappent parce qu'on a vu tellement de choses, pas tant que ça. En tout cas, bon, oui, c'était Bach, je voulais dire Bach, bien sûr. Weilenklagen, le crucifixus, c'est-à-dire l'accord de tonique, et des fois il n'est même pas entendu, qu'on entend déjà le Mi supérieur monter sur le Fa. Le fameux sixième degré en mineur si expressif. Donc on avait donc bien l'accord de tonique là ou pas, il pouvait être omis, hein, et on avait l'accord c'est finalement un accord du sixième degré, la première sixte. Souvenons-nous, c'était bien un cours sur les sixtes. Et puis on avait l'accord de dominante, Sol dièse, Si, Mi, qui pouvait être, ma foi, chromatique ou pas, donc 6. Et puis ici, je fais même des barres pour bien séparer toutes ces harmonies. Alors là, il faut qu'on fasse bien attention à ça. On l'a chez Handel, par exemple. L'accord Fa dièse, La, Ré, mais on n'a pas le Ré. On l'a chez Mozart aussi. On a le Mi qui dure, qui est donc un retard. On a Mi, c'est donc le 7, 6. Mi devient Ré. Et au moment où il devient Ré dièse. Au moment où le Fa s'abaisse en Fa bécard. On est en plein dans le Wagner ici. Et souvenons-nous d'ailleurs, c'est une autre petite parenthèse, que chez Wagner, le Si passait ici. Ce qui fait qu'il y avait un La en haut qui se promenait aussi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais enfin le Si, le passage du Si ici, était la fameuse réalisée en Ça, la sixte augmentée française. Je les enlève pour l'instant et je m'arrête là pour faire remarquer. Je vais faire un peu un jeu de, je ne sais pas comment on appelle ça, pas de carnage, mais je vais tout détruire, parce que chez Wagner, on est encore là-dedans, mais c'est réduit à une simple allusion, à une petite allusion. Mais personnellement, je l'entends, puisqu'on arrive sur cet accord, justement, qui va faire après, moi ici, avec le fameux thème dit du désir, qui monte là-haut. Mais on a bien affaire ici, chez Wagner, à ça. Alors je vais l'écrire en rouge, peut-être pour qu'on le voit mieux, pour qu'il se voit. Le thème, le motif wagnérien ici est ça. La, fa. Donc le fameux La qui est si long, le Mi qui est bref, et le Ré dièse qui est long aussi, qui est une blanche pointée. C'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais peut-être le jouer, je ne vais pas rejouer Wagner, mais je vais jouer une fois très rapidement, ça prendra peu de temps. Je vais jouer l'enchaînement classique, appelons-le comme ça, La Do Mi. La Do Fa, Sol Si Mi, abaissement, puis Fa dièse La Mi, Mi, Ré dièse, au moment où le Ré dièse arrive, je veux dire le Fa devient bécard. Voilà, et j'arrive sur le dominante. Voilà,
c'est ce qui se passe chez Wagner. Donc chez Wagner, on n'a pas, je l'ai assez dit d'ailleurs, de toute façon au début il n'y a pas du tout d'accord chez Wagner, il n'y a que les notes seules jouées par le violoncelle solo, La, Fa, Mi. Mais si on devait les inscrire, ce que je fais ici, les inscrire dans l'harmonie, je l'ai déjà dit, chez Wagner, il n'y a même pas l'accord de tonique, de toute façon. Il aurait pu faire, par exemple, je ne sais pas, c'était pas très intéressant, je pense. La, Ré, Fa, Mi, Ré, par exemple. Pourquoi pas? Le Mi eût été une référence à la tonique, à la quinte, à l'accord de quinte. Bon, là, même pas. Il monte directement, et en ça, c'est très beau, évidemment. La, Mi, Fa, c'est pas terrible, hein, c'est un côté un peu, bon, peu importe. Il monte directement sur le 6e degré. Il se hausse de manière un peu, pas pénible, mais une espèce on atteint ce 6e degré comme un espèce de... C'est un degré qui est juste au-dessus de la quinte. Hein. Une espèce d'effort vers lui. Je le redis, je l'ai dit, je crois, des dizaines de fois, c'est le fameux 6e degré qu'il y a dans Weinenklagen. D'ailleurs, Weinen, sur le mot Weinen, c'est les pleurs. C'est-à-dire, on est en plein dans le sujet. C'est la note douloureuse. Hein. Bon, voilà. Donc là, il n'y a pas l'harmonie, il est fait simplement allusion à l'harmonie, La, Fa, et c'est ce qu'on avait chez Bach aussi dans le prélude, ici, Fa, La, puis Do, Ré, Fa, La, Fa, on a ça aussi finalement, hein. La, Fa, et puis Mi, et puis Ré dièse tout de suite, et donc l'enchaînement, je ne vais pas le remontrer, je l'ai assez montré comme ça, mais je tenais à dire que ça c'est mon point de vue, je reconnais que c'est mon point de vue. Le reste, je ne pense pas que ce soit mon point de vue, je pense que c'est une réalité, l'analyse que j'ai faite, à mon avis, c'est l'analyse qu'il faut faire. Mais ça, on peut peut-être me dire, oh là là, non. Enfin, je pense que oui, je pense que d'ailleurs, un des aspects de l'art wagnérien, comme d'ailleurs de l'art de la fin du 19e siècle, c'est son côté des fois un peu elliptique. C'est-à-dire que des motifs qui ont été très répertoriés dans l'histoire de la musique, et peut-être trop répertoriés, imaginons qu'il ait écrit ça, bon, bah, on se serait cru en 1650, et puis bon, c'était très bien, donc c'était pas la peine d'écrire un opéra en 1860 et 70, ou plus tard même d'ailleurs, peu importe, je n'ai pas la date en tête. Donc Wagner est bien Wagner, donc c'est pas Purcell, c'est pas Pergolèse, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est là en filigrane, et c'est là toute la finesse, toute la beauté du geste, et finalement le thème de l'aveu est un peu sorti de l'histoire, ça c'est moi qui dis, qui a cette origine. Voilà. Alors je conclus là-dessus aujourd'hui cette unité, et je ferai suivre l'unité prochaine, et peut-être une, je ne sais pas si je les scinderai en deux ou j'en ferai qu'une, mais je pense qu'elles seront en deux parce que ça prend du temps, tout prend du temps, on le voit bien. Je conclurai par tout simplement une unité d'exercice, comme je l'ai fait dans le chapitre 3, sur ces enchaînements. Ce sera assez simple, puisque ça aura été déjà bien vu, mais c'est une manière de récapituler sous forme d'exercice. Et puis je ferai aussi une unité que j'essaierai de faire pas trop longue, et la pièce elle-même pas trop longue, comme je l'avais un peu promis, sur une petite invention à deux voix. Je proposerai d'écrire une invention à deux voix, j'en proposerai un motif, un développement, et j'introduirai le chromatisme dans la péroraison, c'est-à-dire dans la conclusion, la partie finale. Voilà. Bon, j'essaierai de présenter cette invention sous une forme assez ramassée, parce qu'elle ne va pas durer 15 pages. Je vais essayer de lui donner les proportions un peu d'une invention de Bach. L'invention de Bach, elle est sur les éditions normales, entre guillemets, elle est sur 2 pages. Voilà, on va essayer de limiter à ça. Voilà. Ben, j'espère que ce travail sera profitable à certains et donneront du grain à moudre et de la réflexion, et c'est ce que je souhaite en fait, c'est apporter des éléments de réflexion sur des enchaînements comme ça qui sont extrêmement célèbres, qui ont été très commentés, et puis peut-être aussi, ça c'est secondaire, c'est secondaire. C'est pas le but c'est vraiment de faire le vrai travail. Mais enfin, peut-être un petit peu aussi de critiquer, entre guillemets, enfin des interprétations un peu hâtives et un peu matu-vues surtout. Voilà, à très bientôt.